Connaissance, recherche, sciences, des sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Eh bien, merci Esther pour ces très gentils mots de présentation. Je remercie le Collège de France et l'AFD d'avoir sponsorisé cet événement et de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et un honneur que d'être ici. Comme Esther vient de le dire, qui ne souhaiterait pas participer à une conférence à Paris par une belle journée du mois de juin? Donc voici un exemple de ce que je vais vous présenter est un exemple du type de travaux dont Esther vient de vous parler. Nous essayons de répondre à une question qui a été posée depuis quelque temps et nous essayons d'y répondre, comme vous allez le voir, en utilisant la méthode expérimentale qu'Esther vient de décrire. Donc, je vais essayer de vous décrire à la fois ce que nous avons fait et ce que nous avons appris, et également ce que nous n'avons pas appris. Et dans une certaine mesure, je pense que cela donne des exemples des avantages et des défis posés par l'évaluation randomisée d'un programme. Et dans quelle mesure cela nous permet de dégager des connaissances qui ne sont pas disponibles par d'autres moyens. Donc tout ceci fait partie d'un projet conjoint mené avec Esther et Rachel Glenister et Cynthia Keenan, qui n'est pas ici, et avec une institution de microfinance basée en Inde. Donc, la microfinance peut, de mon point de vue, peut être décrite comme étant l'innovation anti-pauvreté la plus visible des 20 dernières années. La microfinance est porteuse de beaucoup d'intérêts. Bank, qui est la partie de la Banque mondiale qui se consacre à l'aide à la microfinance, dit sur son site que il y a de plus en plus de preuves que la disponibilité de services financiers pour les plus pauvres, c'est-à-dire la microfinance, peut permettre de lutter contre la faim et la pauvreté, peut permettre d'améliorer l'éducation primaire, peut assurer la promotion de l'égalité des sexes et peut permettre la responsabilisation des femmes, réduire la mortalité infantile et améliorer la santé des mères. Donc les avantages sont clairs et non contestés. D'un autre côté, là je vous cite ce qui a été dit dans le Financial Times, qui disait en 25 années de travail, de recherche dans le développement économique local, je constate que les programmes de microfinance n'ont semé que mort de l'économie locale. Donc, bien entendu, il y a des accords, et cela est très clair. Et si les promesses de la microfinance sont atteintes, cela pourrait être transformé totalement à la manière dont nous pensons au développement, mais si elles ne sont pas remplies, nous sommes encore dans un cul-de-sac en matière de développement et qui, malheureusement, a dû emprunter de nombreux cul-de-sac au cours de l'histoire. Donc, en quelque sorte, ce qu'il nous faut, ce sont des évaluations randomisées et je pense que lorsque l'on parle aux différentes personnes impliquées dans le mouvement de la microfinance, certaines personnes vous diront pourquoi des évaluations. Après tout,
on n'évalue pas les vendeurs de pommes. Les vendeurs de pommes vendent des pommes, les gens achètent des pommes et les vendeurs de pommes gagnent de l'argent, point barre. On ne va pas évaluer les vendeurs de pommes ou de tomates. Pourquoi nous évaluer? Les gens nous achètent des choses, nous le vendons, fin de l'histoire. Les deux raisons pour lesquelles la microfinance se distingue des pommes, outre le fait qu'évidemment la microfinance n'a pas tout à fait le même goût que des pommes, c'est que la microfinance est souvent subventionnée. En Inde, par exemple, le gouvernement exige de toutes les banques qu'elles consacrent 40% de leur portefeuille de prêts à ce que l'on appelle le secteur prioritaire. Et donc, le secteur prioritaire obtient des crédits qu'il n'obtiendrait pas autrement. Et donc, tout cela va à la microfinance. Donc, tout cela est décidé par la politique qui a décidé de subventionner le secteur de la microfinance. C'est donc un argument très important. Il ne s'agit pas de faire de l'argent au prix du marché, mais à un prix contrôlé. Deuxième point, et là, historiquement, c'est quelque chose qui a toujours été connu sur tout ce qui est le crédit. Le crédit peut être 30 ans, mais peut être avilissant. Et il ne faut pas permettre aux gens de se surendetter. Donc, il y a quelque chose à propos du crédit qui fait que le crédit peut être vu comme étant pratiquement une addiction, voire quelque chose de dangereux. Et il y a un ensemble de personnes qui croient que cela est totalement différent des pommes. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'évaluations randomisées? Je pense que c'est là la question clé à laquelle nous devons constamment revenir. Pourquoi ces évaluations randomisées? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se contenter de comparer les gens qui ont accès au microcrédit et ceux qui ne l'ont pas? Il y a partout dans le monde des gens pauvres qui ont accès au microcrédit, d'autres qui n'ont pas accès à ce microcrédit. Pourquoi ne pas les comparer? Eh bien, deux raisons à cela. D'abord, c'est que même parmi les pauvres, il y a des gens plus pauvres que d'autres et les institutions de microcrédit ont tendance à cibler parmi les pauvres et vont vous répondre, ceux-là sont beaucoup trop pauvres pour avoir accès aux microfinances et ceux-ci sont trop riches. Donc ils catégorisent et il y a une sélection qui n'est pas... On a une sélection des accédants au microcrédit. Et donc, il y a des résultats différents, même avec la microfinance. Ensuite, la microfinance, c'est un choix. On ne peut pas forcer les gens à prendre un microcrédit. Donc, quand vous regardez ce qui est fait sur le terrain, vous voyez que ce sont des gens qui ont décidé de rejoindre une organisation et qui expriment leur désir, leur envie de faire quelque chose, d'agir pour améliorer leur vie. Et la question est, si vous êtes une personne comme cela, est-ce que vous avez besoin de l'aide du microfinancement pour améliorer votre situation ou est-ce que vous amélioreriez votre vie même en l'absence de microfinancement? Donc, autre point, autre possibilité consiste à dire tout simplement X n'a pas eu accès au microfinancement, vous allez le voir d'ailleurs sur de nombreux sites web, il n'avait pas accès au microfinancement il y a 2 ans, aujourd'hui il ou elle a accès au microfinancement et elle s'en sort mieux. Je pense que cela est mieux que de comparer ceux qui ont accès à la microfinance et ceux qui ne l'ont pas, mais encore une fois, les gens qui ont accès à la microfinance ne sont pas forcément des gens qui vont rester au même endroit, ce sont des gens qui ont des ambitions, qui veulent arriver quelque part et qui, même s'ils n'avaient pas accès à la microfinance, continueraient à avancer. Ce ne sont pas des gens qui vont arrêter de faire des efforts tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à cette microfinance. Ce sont des gens qui ont des ambitions, etc. Donc, encore une fois, la question est de savoir que si on compare le avant et le après, vous allez constater qu'effectivement, il y a une amélioration, mais on va pouvoir établir un lien de cause à effet qui ne serait pas forcément justifié. Donc, dernier point, c'est de comparer des tendances. Est-ce que la personne qui a bénéficié d'un microfinancement a amélioré sa condition plus rapidement que ceux qui n'ont pas eu accès au microfinancement? Donc, encore une fois, quand vous faites cela, vous pouvez penser que les gens qui ont accès au microfinancement sont ceux qui sont plus énergiques, plus dynamiques, qui de toute façon vont progresser plus rapidement. Et donc, on ne sait pas quel est l'impact réel du microfinancement. Maintenant, un exemple de cela
On le trouve dans un article de Jonathan Morlot il y a quelques années, lorsqu'il a étudié, lorsqu'il a comparé les bénéficiaires de microfinancement et quand il a étudié les tendances et comparé ces tendances à celles dégagées de personnes qui n'avaient pas reçu de microfinancement. Il a travaillé au niveau de la Grameen Bank, une banque très connue, et il a montré que la différence est négative. C'est-à-dire que les personnes qui avaient eu accès au microfinancement s'en sortaient moins bien en termes de tendance que ceux qui n'avaient pas eu accès à la microfinance. Mais encore une fois, tout cela ne veut pas dire grand-chose parce que ce ne sont pas les mêmes personnes et d'une personne à une autre, on a différentes tendances. Ça ne veut pas dire que la comparaison n'ait aucun sens, mais lorsque l'on fait cette comparaison, on finit par dire que que les gens qui sont bénéficiaires de microfinancement progressent moins vite que les autres. Donc, cela montre que la comparaison entre ces deux groupes ne fait aucun sens. Il n'a pas conclu que la microfinance n'avait aucun but, mais il a conclu que l'étude n'avait aucun sens. Donc, je pense que le seul moyen de traiter de ce problème, c'est de procéder à une évaluation randomisée, grâce à laquelle, dans le cadre de laquelle nous sélectionnons un groupe de personnes de façon randomisée, deux groupes de personnes, ceux qui vont recevoir des microfinancements et ceux qui ne vont pas recevoir de microfinancement. Et ensuite, on compare ce qui se passe. Aujourd'hui, disposons de pas mal de travaux expérimentaux qui ont été réalisés sur la microfinance. Et ces travaux sont disponibles, mais ne portent pas sur la question de savoir si la microfinance améliore la vie des gens, mais qui étudient certains aspects de la microfinance. Donc, c'est en fait au sein de la microfinance pour étudier l'impact de telle ou telle stratégie, et tel chercheur. Plusieurs chercheurs ont fait beaucoup de travaux là-dessus. Nous avons notamment des éléments qui tentent à démontrer les impacts de la microfinance, mais qui proviennent de produits semblables à des produits de microfinancement qui, en fait, sont des programmes financés par des gouvernements et qui sont tout à fait différents du modèle standard de microfinance. Donc, il s'agit là des tout premiers résultats que nous ayons obtenus d'une étude randomisée des produits de microfinance traditionnels. D'autres études ont été menées sur des produits de prêts personnels et d'autres sont également en cours, toujours au même sujet. Donc, nous allons bientôt disposer d'un ensemble d'études qui vont essayer de répondre à la même question. Cette étude répond à certaines questions. Ce que nous essayons de faire ici, ce n'est pas de comparer différents produits de microfinancement, mais de répondre à la question suivante. Imaginons différentes personnes pauvres, une personne pauvre qui a accès à la microfinance. Comment est-ce que cet accès à la microfinance va modifier leur vie? Est-ce qu'ils vont monter une entreprise? Est-ce qu'ils vont modifier leur comportement d'achat? Est-ce qu'ils vont plus investir? Est-ce qu'ils vont mieux éduquer leurs enfants? Ce sont des questions qui sont posées sur le site CEGAP dont je viens de vous parler. Très bien. Donc, très rapidement ici, quel est le programme que nous évaluons? C'est un programme mis en place par le Spandana qui travaille sur un modèle de microfinancement traditionnel. Vous avez un groupe de personnes qui sont conjointement solidaires et responsables des prêts et responsables du remboursement des prêts contractés par l'intermédiaire de remboursements hebdomadaires. Le prêt de départ correspond à 200-250 dollars en fonction du taux de change, ce qui représente 10 000 roupies. Le taux d'intérêt appliqué sur la période est aux alentours de 24%. Et l'organisation
promet à ses clients que s'ils remboursent leur prêt, la prochaine fois qu'ils demanderont un prêt, le prêt sera plus important. Donc, ce sont tous les éléments traditionnels d'un prêt en microfinancement. C'est l'une des plus grosses organisations de microfinancement dans le sud de l'Inde et nous avons travaillé avec eux à partir du moment où ils ont commencé à s'étendre dans la ville de Hyderabad. Donc, une organisation qui était déjà assez importante à l'extérieur d'Hyderabad, mais qui commençait à travailler dans la ville d'Hyderabad et ils étaient intéressés par cette question pour voir quel était l'impact qu'ils avaient. Et ils étaient d'accord pour s'étendre progressivement et de manière aléatoire dans la ville d'Hyderabad. Donc, nous avons sélectionné avec eux des quartiers de bidonvilles, des communautés de gens très pauvres, et nous avons sélectionné donc toute une série de quartiers. Nous les avons randomisés. Un groupe se voyait immédiatement proposer l'accès à la microfinance. L'autre groupe avait cet accès au bout d'une période de 2 ans. L'idée n'était évidemment pas d'interdire l'accès à la microfinance à qui que ce soit, mais de retarder l'accès à la microfinance sur une certaine durée de temps. Telle était donc la stratégie adoptée pour notre randomisation. C'est ce qu'on appelle donc une introduction progressive. Donc ici, un groupe bénéficiant du microfinancement, ces femmes sont là, elles attendent pour pouvoir rembourser leur échéance hebdomadaire, rembourser au gestionnaire qui leur a accordé leur prêt. Donc, voici les résultats qui proviennent d'une enquête qui a comparé ce que nous appelons le groupe de traitement et les groupes témoins. Cette étude a été menée de 15 à 24 mois après que le prêt ait été accordé à ces personnes. Et nous avions dans chaque quartier pauvre, nous avions identifié les personnes en fonction de certaines caractéristiques qui les rendaient susceptibles d'être emprunteurs. On ne peut pas échantillonner sur les emprunteurs, mais on peut identifier certaines caractéristiques en disant telle ou telle personne qui aurait souscrit un prêt si elle avait eu accès à la microfinance. Donc, nous avons identifié ces personnes et nous les avons suréchantillonnées. Donc, dans notre échantillon, nous avions 52 bidonvilles tests et 52 bidonvilles témoins, ce qui représentait 7200 familles au total. Ces familles... alors, les prêts étaient accordés aux femmes, donc il fallait que dans ces familles, il y ait au moins une femme âgée entre 18 et 55 ans. Il s'agissait de familles relativement pauvres vivant dans ce secteur avec des familles comprenant 5 à 6 personnes. Leurs dépenses chaque mois tournent aux alentours de 5 000 roupies, donc pour une personne de 5 personnes qui vit avec un revenu de 125 $ par mois, ce qui représente moins d'$1 par jour et par personne au prix du marché. Donc, si vous prenez les mesures de la Banque mondiale, ce ne sont pas les plus pauvres parmi les pauvres, ils sont un petit peu moins pauvres que les plus pauvres parmi les pauvres. Ils ont des enfants en âge d'être scolarisés et au moment de l'enquête, ils étaient emprunteurs et ils empruntaient auprès du jurier et payaient un taux d'intérêt de 4% par mois. Et donc, on a réduit quand ils
ils ont eu accès au microfinancement. Cela a substantiellement réduit le coût de leur prêt, puisqu'on est passé de 4% par mois à 24% par an. Et ils étaient dans des quartiers où il n'y avait pas accès au microfinancement. 31% des familles avaient l'esprit d'entrepreneur puisqu'ils avaient des petits commerces. 31% de ces familles déclaraient avoir une petite entreprise. Et dans cette population très pauvre, donc 31%, et 9% avaient même 2 entreprises, 3 entreprises. Il s'agit bien entendu de micro-entreprises, des petits magasins, des ateliers de tailleurs, etc. La plupart d'entre eux sans salariés et la plupart d'entre eux sans actifs visibles. En fait, leur affaire, c'est eux-mêmes, leur personne en quelque sorte. Et leur entreprise leur rapporte 75 $ de bénéfices par mois en moyenne. Donc voici les entreprises en quelque sorte. Vous voyez ici sur cette photo des étals de fruits et vous voyez que ce sont des magasins distincts qui sont en train de se faire la concurrence pour vendre des pommes par exemple. Nous avons vérifié que les quartiers de test et les quartiers témoins étaient suffisamment comparables. Vous voyez que les personnes dans le groupe témoin avaient des dépenses légèrement inférieures. Vous voyez qu'au niveau de l'éducation, il y a quelques petites différences, mais très très peu. Maintenant, quand on posait à ces gens la question « Pourquoi voulez-vous un prêt ?», la majorité répondait simplement pour rembourser un ancien prêt. Ça, c'était la réponse la plus courante. Et autres 30% nous répondaient pour commencer une autre affaire. Et puis, petit à petit, vous voyez, pour monter pour refinancer une affaire existante, pour la consommation du foyer. L'éducation n'arrive pas en tête des priorités, pas même les affaires de santé. Donc, vous voyez très peu de personnes qui vous disaient j'ai besoin d'argent pour amener mes enfants à l'hôpital ou pour une intervention chirurgicale. Cette raison était citée, mais n'était pas parmi les réponses prioritaires. Maintenant, ce que nous avons constaté, ce qui est important, rappelez-vous bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est randomiser l'accès aux prêts délivrés par Spandana. Mais Spandana n'est pas le seul acteur dans la ville. Il y a d'autres acteurs de microfinance qui voulaient prêter à ces personnes. Donc, c'est la raison. Alors, pourquoi est-ce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de microfinancement? Eh bien, parce qu'on était dans la phase d'expansion de la microfinance. Et petit à petit, on a vu le microfinancement s'étendre même dans ce que nous appelons nos groupes témoins. Donc, même si nous avions commencé avec aucun emprunteur auprès d'une institution de microfinancement dans le groupe témoins, nous avons fini l'étude avec des personnes qui avaient contracté des prêts de microfinance dans le groupe témoin parce que ce secteur se développait. Donc, il y a cette différence. L'étude reste interprétable, mais du coup, le groupe témoin était beaucoup plus petit et ceci nous a rendus très nerveux et on a on a été très nerveux pendant toute une année en se disant peut-être qu'au bout de l'étude, on ne verra rien parce que dans le groupe de test, nous avons Spandana et dans le groupe témoin, nous avons les autres institutions de microcrédit. Mais heureusement, nous avons été en mesure de dégager une différence suffisamment grande pour pouvoir analyser les résultats. Maintenant, et tout simplement pour essayer de substancier ce que nous avons identifié, une petite diapositive pour vous montrer ce que nous attendions à mesurer. Nous étions dans cette situation dans laquelle vous avez des gens qui veulent démarrer une affaire, mais une affaire a un coût fixe parce qu'on ne peut pas commencer une affaire sans avoir de capital. Donc, si pour commencer une affaire, il faut du capital, ensuite, faire tourner cette affaire implique des coûts variables.
Donc, nous avons essayé d'étudier ceux qui avaient accès au microcrédit mais qui étaient déjà propriétaires de leur affaire et qui ensuite pouvaient utiliser ce prêt pour augmenter leur trésorerie, pour investir, etc. Et nous avons étudié ces personnes-là par rapport à ceux qui n'avaient pas d'entreprise et qui prenaient ce prix pour démarrer leur affaire, mais qui se disaient ce prêt ne va pas me permettre d'acheter telle ou telle machine, donc il va falloir que j'ai recours à un autre type d'emprunt pour pouvoir disposer de tout ce dont j'ai besoin. Et quand c'était le cas, les gens réduisaient leur consommation. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient investir pour pouvoir mettre leur affaire sur de bons rails. Et on se rend compte que les gens, en fait, consomment moins, donnent l'impression d'être plus pauvres alors qu'on vient de leur donner une opportunité. Donc il faut faire très attention. Quand on voit les gens qui commencent à moins consommer, on peut se dire, mon Dieu, mais alors est-ce que ça veut dire que le microfinancement les appauvrit? Non, pas du tout. La microfinance augmente leurs revenus dans le futur, mais a un impact sur leur consommation immédiate parce que ces gens ont maintenant la possibilité de gagner véritablement leur vie et sont prêts à réduire leur consommation pour utiliser leurs ressources pour faire quelque chose d'autre. Donc c'est là un des points qu'il faut garder à l'esprit. D'autres personnes qui n'ont jamais souhaité investir dans une affaire, à ce moment-là, pourquoi ont-ils contracté ce prêt, peut-être pour rembourser un autre prêt pour payer leurs dettes sur lesquelles ils payaient 4% par mois d'intérêt. Maintenant, ils ne payent plus que 2% d'intérêt, donc ils sont plus riches et ils consomment plus. Mais cette hétérogénéité des réponses avec des personnes qui vont commencer à consommer plus quand ils obtiennent un prêt, d'autres qui vont commencer à consommer moins lorsqu'ils ont obtenu le prêt parce qu'ils investissent pour l'avenir. Tout cela doit être bien présent à l'esprit. Juste pour vous donner une image du contexte. Maintenant, si l'on regarde la différence entre la prise de prêts de microfinance, chez Spandana, on a beaucoup de personnes dans les quartiers où il n'y avait que Spandana. Et, on voit que la réponse est importante. On voit la taille des prêts. On voit que les prêts impactent 8% de la population, en plus chez Spandana que dans les autres institutions de microcrédit. Maintenant, l'impact que ces prêts ont eu sur différents points. Tout d'abord, on constate une augmentation des nouvelles entreprises. 1,7% de nouvelles entreprises sont créées sur une base de 5,3%. Donc, deux choses à dire à ce niveau. Peut-être allez-vous dire que ça ne transforme pas un nombre considérable de vies, mais en fait, cela veut dire que les gens créent beaucoup d'entreprises. La création d'entreprises, c'est quelque chose qui ne va pas à toute vitesse, donc ça représente un tiers d'entreprises créées en plus. Il y avait de toute façon 5,3% des familles qui créaient leurs entreprises. Maintenant, vous en avez 7%, donc cela fait une augmentation d'un tiers, ce qui n'est pas minimal. Et il y aura toujours des familles qui ne créeront jamais leur entreprise. Pour ce qui est des bénéfices, ils ont beaucoup augmenté. Les revenus ont augmenté également. Donc, on voit que ce sont des entreprises qui dégagent des bénéfices. Et on ne constate pas d'impact sur la consommation moyenne. Un petit impact, mais pas d'impact significatif. Cela n'est pas surprenant, comme je vous le disais, parce que vous avez des personnes qui ont en fait réduit leur consommation. On constate des augmentations au niveau des investissements sur les biens durables parce que, rappelez-vous, ce sont des gens à qui on a donné de l'argent et s'ils veulent s'acheter une télé ou une autre machine, ils peuvent le faire. Mais de façon intéressante, et c'est quelque chose que Spandana dit de façon traditionnelle, il y a une réduction de ce que Spandana appelle les biens d'impulsion ou de tentation, des biens sur lesquels les gens dépensent de l'argent, mais sans véritablement le vouloir. À savoir, là, on parle d'alcool, de certaines feuilles qui sont mâchées par les Indiens, des achats de thé, de tabac. Je bois moi-même beaucoup de thé.
Et j'ai du mal à appeler ça un achat à tentation, mais enfin bref, ça rentre dans cette classification. Donc il y a une réduction sur ce type de dépenses. En revanche, on ne constate aucun changement, et ça a été tout à fait notable. On ne voit aucun changement au niveau de l'éducation, alors que c'était l'un des objectifs du millénaire. Et nous avons essayé de voir quel était le pourcentage de décisions prises par les femmes dans les familles. Et on voit que les femmes ne prennent pas plus de décisions. On voit qu'il n'y a pas non plus d'amélioration sur l'éducation ou sur la santé des enfants. Donc là-dessus, pas d'évolution. Dernière chose, et j'ai pratiquement épuisé le temps qui m'était imparti, mais revenons à l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Rappelez-vous que nous avons 3 catégories de personnes. Vous avez ceux qui ont déjà une entreprise et qui vont utiliser cet argent pour étendre leur entreprise, ceux qui n'ont pas d'entreprise et qui veulent démarrer une entreprise et qui donc vont réduire leur consommation et qui vont investir dans leur entreprise, et vous avez ceux et celles qui ne vont jamais démarrer d'entreprise et qui vont utiliser cet argent pour pouvoir dépenser plus. Donc nous avons 3 catégories de personnes. Les personnes qui vont voir leurs bénéfices augmenter, d'autres qui vont voir leur consommation augmenter, et ceux qui vont voir leur consommation diminuer, mais qui vont créer leur entreprise. Et à partir de là, et en utilisant les caractéristiques des familles, nous pouvons prédire quelles sont les familles qui vont vraisemblablement créer de nouvelles entreprises, qui vont très vraisemblablement démarrer de nouvelles entreprises. Donc le fait d'avoir des actifs et d'avoir un mari ou une épouse, un conjoint, donc un chef de famille, quand il y a une femme dans la famille qui sait lire et écrire et qui n'a pas d'emploi, cela est un bon indicateur de création d'entreprise. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons étudié des familles pour lesquelles on pouvait prédire qu'elles allaient créer une entreprise. Donc, des familles qui n'avaient pas d'entreprise et qui, selon toute vraisemblance, allaient en créer une, et nous avons essayé de voir si leur comportement était différent des autres. Et je voulais simplement partager maintenant avec vous les résultats. Si vous prenez ces familles qui sont très susceptibles de créer une entreprise, alors là, nous avons constaté que dans le groupe traitement, vous avez pratiquement 50% de nouvelles entreprises qui sont créées. Dans les familles qui sont déjà propriétaires d'une entreprise, la différence n'est pas significative. Et pour les entreprises pour lesquelles nous avions prédit qu'elles ne créeraient pas d'entreprise, effectivement, il y a très peu de création d'entreprises. Donc ça, c'est rassurant. Cela montre que ici, on voit également que les personnes qui vont créer une entreprise investissent sur des biens durables. Ceux qui sont déjà propriétaires d'une entreprise investissent également sur des biens durables, des machines, etc. Alors ceux qui ne sont pas susceptibles de créer une entreprise investissent sur des biens de consommation directe et non pas sur des biens durables. Donc, dans les 2 premiers groupes, la consommation baisse. Ce sont les personnes qui vont créer une entreprise. Ce sont ceux pour lesquels la consommation baisse de la manière la plus importante. Et ceux pour lesquels la consommation augmente de façon considérable sont ceux qui ne vont vraisemblablement jamais créer d'entreprise. Donc, cela montre que ceux qui réduisent leur consommation le font de manière délibérée pour permettre à leur entreprise de s'étendre. Donc là, je vais passer rapidement sur ces résultats, simplement pour vous dire, voici donc le magasin qui vend des feuilles à mâcher. Donc il est en train de vendre des biens de tentation. On voit, pour ce qui concerne ces biens de tentation, la réduction
en consommation, on voit que cela représente 40 roupies par mois et par personne pour les personnes qui vont démarrer une entreprise. Mais on voit également que les personnes qui ne vont pas créer d'entreprise, à partir du moment où ils ont plus d'argent, eux augmentent leur consommation en biens de tentation. Donc maintenant, pour conclure, il semble, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de tout cela? Eh bien, dans un environnement tel que celui-ci, et vraisemblablement dans d'autres également, nous constatons que le décollage de la microfinance est moins rapide que ce à quoi nous nous attendions. C'est ce que nous a dit Spandana, et on constate que il pensait au départ que 80% de la population allait prendre des prêts de microfinance quand on les leur proposerait, alors qu'en fait, seuls 25% ont demandé des prêts. Nous avons pour notre part étudié toute la population et pas seulement la population susceptible de souscrire à un prêt. Et on s'est rendu compte que le microfinancement pouvait avoir un impact sur un quart de la population. Et le microfinancement a l'impact auquel nous nous attendions. Vous avez des personnes qui lancent une entreprise et qui, pour ce faire, réduisent leur consommation pour étendre leur entreprise et voir augmenter leurs bénéfices. Et nous avons également constaté que les personnes qui ne démarrent pas d'entreprise consomment plus parce qu'ils sont tentés par des biens de consommation de tentation, ou ils consomment plus parce qu'ils n'ont plus besoin de rembourser l'usurier à 4% par mois. Mais ceci étant, maintenant, il faudra que nous revenions à notre échantillon pour voir quels sont les effets à plus long terme de la microfinance, pour voir quel impact cela a sur la vie des gens. Mais ce qui est important, c'est que la microfinance contribue à l'amélioration de la vie des personnes qui souhaitent entreprendre, mais n'a pas forcément d'impact sur les personnes qui n'ont pas ce désir. Et cela peut même les entraîner à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour elles. Donc voici la conclusion à laquelle nous aboutissons, qui se situe un petit peu entre les deux commentaires que je vous présentais en introduction à ma présentation, entre le commentaire de SIGAP et la présentation et la conclusion du Financial Times. Et je pense que tout ceci doit faire partie de notre stratégie de lutte contre la pauvreté, car la microfinance doit s'intégrer à notre stratégie, mais ne doit pas être considérée comme la panacée pour résoudre tous les problèmes, notamment quand on réfléchit aux aspects éducation et santé des enfants. Vraisemblablement, devons-nous réfléchir à d'autres moyens d'intervention plus traditionnels. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Esther, ce que nous venons d'entendre à l'instant comme étude à Hyderabad a été lancé il y a quelques années déjà par une équipe du JIPAL en collaboration avec l'association Al-Amana pour la promotion des micro-entreprises au Maroc. Et une des questions qui ont été soulevées tout à l'heure, c'est pourquoi ce genre d'études et pourquoi des études aussi coûteuses. Et un des éléments de réponse, c'est que ce ne sont pas des études qui ont la prétention de suivre chaque client ou bénéficiaire du microcrédit, ou même chaque institution. Il s'agit d'un apprentissage qui devrait, théoriquement, permettre d'accompagner les plus de 10 000 institutions de microfinance qui existent aujourd'hui dans le monde, d'éclairer leur action, d'apporter une meilleure capacité à accompagner les quelques 150 ou 170 millions de personnes qu'elles servent aujourd'hui, voire les 2 milliards, 3, qu'elles prétendraient servir. Et il est évident que, face à cette envergure,
on peut, voire on doit, se payer le luxe de mener des études extrêmement poussées, extrêmement pointues, quitte à arriver à des conclusions qui rejetteraient les prétentions extrêmes, par lesquelles le professeur Banerjee vient de conclure que, en fin de compte, le discours que d'aucuns parmi nous ont tenu pendant des années, pratiquement en considérant que chaque fois que nous donnons 200 € de prêt à quelqu'un, nous comptons que nous avons extirpé cette personne, voire 5 membres de sa famille, de la pauvreté, ou bien le discours inverse qui considère qu'en fin de compte, nous ne faisons systématiquement que surendetter une population qui serait tout à fait contente d'éviter ce fardeau additionnel qu'elle supporterait. Alors, dans notre cas, l'MNA est une institution dont la vocation est de contribuer à l'inclusion financière. Elle relève de l'équivalent de votre loi 1901. Donc c'est une institution sans but lucratif qui existe depuis 13 ans maintenant et qui n'est motivée que par la réalisation de sa mission sociale. Ceci correspond à un volet, un pan du monde de la microfinance. L'autre pan étant des prestataires. Le professeur Banerjee nous a parlé de gens qui disent « Nous, on est comme des vendeurs de pommes. Pourquoi essayer de nous imposer des règles spécifiques ?» Et il est tout à fait réel que les deux mamelles de la microfinance dans le monde viennent de là. D'un côté, des gens qui disent « C'est un business », et un business sur lequel il y a une preuve de marché de l'existence d'une demande, et d'une demande solvable, et d'une demande soutenable dans la durée. Et donc nous sommes là essentiellement pour l'extension du monde financier vers les exclus actuels. Et puis, un autre vecteur qui est des gens qui disent non, non, il y a réellement un besoin d'inclusion financière, économique et sociale, avec des inférences sur la qualité d'activité économique, la qualité de vie, qui non seulement méritent qu'il y ait une aventure capitaliste pour s'adresser à ce marché, mais aussi qui méritent un effort spécifique. Et donc, cet effort spécifique, c'est la contribution en dons et en accompagnement par la communauté internationale, en particulier pour financer le démarrage de ce genre d'activité et financer ses développements et son innovation, par les autorités publiques des pays concernés, au moins par l'adaptation des cadres politiques et fiscaux incitatifs pour permettre un développement harmonieux et rapide de ce secteur, et un engagement substantiel des sociétés civiles, des chercheurs, des lobbyistes, etc., qui permettent que ce secteur se développe au service d'une mission sociale. Alors, ceci, encore une fois, a permis l'éclosion, le développement, la stabilisation et quelque chose qui, dans les dernières années, a été porté au nu. On a tous vu tout ce qui a été fait par les médias et voire par la communauté internationale. Le prix Nobel de la paix qui est décerné à une des principales figures de proue de la microfinance, Mohamed Younous. Donc, et aujourd'hui, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait un retour de manivelle. Les effets de mode dans le développement en général ont tous des cycles de vie, ça monte et ça descend. Et ça monte et ça descend en fonction, en particulier, de la connaissance réelle dont on peut se prévaloir
de ce domaine et de son importance. Et donc, sur cela, si nous n'avons que des éléments de preuve anecdotiques, limités, à faible crédibilité scientifique, il est évident que les journalistes qui, hier, considéraient que nous sommes fabuleux, demain, ils vont aller se rendre compte qu'en fait, il y a des cas où il y a ce qu'on appelle les success stories, mais il y a aussi des cas où le comportement des institutions ou de certains de leurs agents ont conduit, de fait, à des situations dramatiques pour certains des bénéficiaires de ces prestations. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Je crois que c'est sur France 2 qu'il y a 2 ou 3 semaines, une émission assez particulièrement critique sur la microfinance dans le monde a été passée. Le numéro de ce mois de Challenge, ici en France, a aussi sorti sur un des prestataires ou un des intervenants de la microfinance un article virulent. Donc, nous avons besoin de pouvoir prétendre avoir un discours de vérité et un discours de réalité. Maintenant, ce n'est pas la première fois que la microfinance prétend s'adonner à des études d'impact. Rien que dans le cas de l'institution pour laquelle je travaille, nous en sommes à la 5e ou la 6e étude. Mais, clairement, les autres études que nous avions menées étaient limitées d'un côté par le fait qu'elles étaient modestes, elles étaient à l'échelle de l'institution, elles n'avaient pas la prétention d'un effet de démonstration globale, et parce que nous avions cette modestie, nous ne pouvions pas y allouer tous les moyens requis pour asseoir un niveau d'élaboration scientifique, de maîtrise méthodologique et d'envergure opérationnelle qui permettrait demain, si on dit, allez, il y a ici l'école d'économie de Paris, le MIT, le GPAL, etc., le financement AFD très conséquent, c'est autre chose que de mettre sur notre site web, voilà, les équipes de l'MNA sont allées, elles ont questionné leurs clients et elles ont trouvé qu'il y avait un impact substantiel sur X, Y, Z, alpha et bêta. Dans notre cas, ce qui a amené au développement du secteur de la microfinance, ça a été essentiellement, disons, ce que M. Debras appelait tout à l'heure la fatigue de l'effort de développement, était quand même encadré par l'hégémonie extrêmement forte du néolibéralisme pendant les années 80 et 90. Et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé qu'il y avait un outil qui permettait de toucher un nombre énorme de personnes. Et de toucher ce nombre énorme de personnes, en particulier parmi les pauvres et les exclus, et y compris les femmes. Et qu'il pouvait le faire avec des montants d'intervention par individu extrêmement modestes. Et que c'était un système qui pouvait s'auto-entretenir. On n'avait pas besoin de réabonder systématiquement cet argent qu'on mettait dans la cagnotte. Et ça se faisait dans la logique du développement de l'entreprise. Ce sont des individus qui sont responsabilisés par rapport à leurs actes, et ce n'est pas du don, c'est du prêt. On leur amène, ils ont l'obligation de rembourser et même de payer suffisamment pour que le coût de l'intermédiation soit couvert, voire même qu'il y ait des marges pour financer le développement. Et cette tendance qui a fait le bonheur des ultralibéraux, d'ailleurs ce n'est pas un hasard
que l'USAID ait été le principal vecteur de développement international de la microfinance pendant ces années 80 et 90. Ce mouvement a rencontré un mouvement de promotion de l'économie sociale qui croyait lui aussi au développement à la base, à la responsabilité des individus et des groupes, à la capacité d'autoprise en charge des individus et des communautés, à la responsabilité solidaire des élites dans cet accompagnement et à des alternatives à une économie libérale pure. Et donc, c'est cette rencontre relativement paradoxale qui a fait que c'est un mouvement qui a été riche et divergent et dans lequel on retrouve cette pluralité, voire cet extrémisme dans les discours qui l'accompagnent et l'enrobent. Encore une fois, cette dichotomie des référents donne toute son importance à la promotion des savoirs autour de cela. C'est en sortant des discours laudateurs basés sur l'anecdote ou sur l'enthousiasme, comme nous le disait tout à l'heure Esther, qui permet à chacun de se positionner, en particulier, quand je dis chacun, je pense aux décideurs publics qui allouent des moyens et à la société civile qui alloue de la valeur et de l'effort de ces individus, des vies qui sont dédiées à ces activités. Et il est clair que c'est quand on croit qu'on apporte quelque chose de significatif qu'on est prêt à plus s'investir, à plus mettre de soi dans ce genre d'activité. Alors, qu'est-ce que ça nous a amené à faire concrètement? C'est à peu près la démarche qui a été déjà exposée par Esther en janvier et rappelée ce matin de manière rapide. Fondamentalement, on cherche à avoir des couples équivalents de communautés chez lesquels on va intervenir de manière aléatoire chez une partie et pas chez l'autre pendant un temps. Et donc, pour que ça soit crédible, il faut que ça soit massif, et pour cela, dans le cas de l'Amana, nous avons choisi 80 paires de villages dans des espaces où il n'y avait pas eu d'intervention de microcrédit antérieure à ce programme. Nous avons eu la chance que ce partenariat ait été construit à un moment où la microfinance était encore quasiment inexistante du monde rural au Maroc. Et donc nous avions le choix, dans une certaine mesure, d'aller vers des régions vierges à cette intervention et donc d'avoir une meilleure maîtrise de l'incidence de cette intervention. De prendre un temps long, ou relativement long, en fait nous avions l'espoir que le programme puisse se dérouler sur 4 années, mais il semble que même 4 années ne soient pas suffisantes pour une réelle maturation du programme. Et nous avons encadré cette démarche en disant, bon, nous arrivons dans un village, nous choisissons 2 douars, 2 hameaux, et nous tirons au sort, enfin, nous nous assurons de l'équivalence entre ces 2 hameaux en termes de conditions de vie, en termes d'envergure, en termes de paramètres d'incidence potentielle sur leur développement, et nous choisissons d'intervenir par tirage au sort dans un des 2 pôles et d'ajourner l'intervention dans le second. Évidemment, trouver des zones vierges, concéder l'effort
d'accompagnement de la conception, de l'organisation, de la formation des opérateurs, de la gestion opérationnelle, du recueil de l'information, nous a amené à faire des concessions sur l'opportunisme entrepreneurial qui aurait voulu que, à compter du moment où nous sommes dans un patelin et que nous avons l'opportunité de servir des gens, autant chercher immédiatement à réaliser des économies d'échelle. Nous avions même un risque du fait que nous avions ajourné l'intervention de manière délibérée chez certains, d'être en train de faire des concessions sur notre mission, qui est celle de servir, par rapport à notre désir d'accompagner l'évaluation. Il y a eu souvent à faire des concessions sur nos systèmes. Quand nous sommes allés dans le monde rural, dans certains patelins, à l'évidence, il y avait une exclusion des femmes du monde de la commercialisation et de la financiarisation des activités. Et donc, nous avions une démarche délibérée de refuser d'octroyer des prêts dans une localité si on n'avait pas un minimum de pourcentage de femmes. Et lorsque ça a commencé à mettre à mal les quantités désirées, parce que si on n'a pas un certain niveau d'intervention, nous avons eu à faire des arbitrages où est-ce que nous faisons des concessions. Il y a eu aussi le fait que certains, nos agents, étaient beaucoup plus encouragés à intervenir dans les chefs-lieux, où l'intervention n'était pas évaluée, que dans les hameaux lointains, qui impliquaient des incidences lourdes en termes de temps, en termes de performance. Et donc, il a fallu modifier aussi nos systèmes de motivation du personnel pour permettre qu'il s'implique suffisamment dans la démarche. Il a fallu accepter une négociation avec nos consoeurs. J'ai dit que nous avions la chance de commencer en terrain vierge, mais nous avions commencé une expansion tous azimuts en 2005, et en 2006-2007, des consoeurs sont venus nous rejoindre sur les mêmes patelins. Et donc, il a fallu aller négocier avec chacune et obtenir qu'elle module dans les meilleures formes possibles leur intervention par rapport à nos points d'intervention. Évidemment, il a fallu d'un côté l'effort de négociation et d'un autre côté que chacune s'y retrouve aussi et que si elle s'interdit de fausser notre démarche d'évaluation, que nous lui concédions autre chose en face. Et enfin, il y a eu une contrainte sur... enfin, je crois que ça, c'est général sur toutes les études dans l'absolu. On part avec des hypothèses, on part avec des présupposés. On ne peut jamais prétendre qu'on va étudier l'impact sur des choses qu'on n'a absolument pas en tête. Et quand on choisit des hypothèses qu'on voudra tester, eh bien, on va quand même insister sur ce qui est le plus prévisible et le plus évaluable. Et donc, il est clair que ce genre d'évaluation va pouvoir plus nous donner des indications sur les éléments les plus quantitatifs que sur certains éléments qualitatifs. Dans les prétentions du monde de la microfinance, ce qu'on appelle l'empowerment des femmes est un élément clé. Or, l'empowerment des femmes, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut quantifier, c'est parfois simplement une relation dans le couple, une relation dans le foyer, une image de soi. Parfois même, il y a, et on l'avait constaté, je crois, en Inde aussi, un effet inverse. Le fait que la femme soit mieux reconnue et mieux dans sa peau va parfois renforcer certains conflits de couple, va pouvoir avoir des incidences où la femme, en fin de compte, n'est plus aussi dépendante et donc elle va pouvoir envoyer son mari sur les roses. Donc, et il est évident que ce genre d'étude est extrêmement important pour nous donner de nouveaux éléments, des éléments additionnels d'appréciation, pour sortir notre discours de l'idéologie pure vers des éléments
un peu mieux objectivées, mais ce ne sont pas des choses dont il faut espérer, en particulier à très court terme, qu'elles répondent à l'intégralité de nos questionnements et qu'elles éclaircissent l'ensemble de nos perspectives. Il est évident que sur cela, les études d'impact randomisées, les autres types d'évaluation et l'ensemble de l'accompagnement par la communauté scientifique et par la communauté des décideurs et des bailleurs sont absolument importantes. Merci infiniment.